Bonjour à tous, je suis Florence, énergéticienne et praticienne en hypnose transpersonnelle, qu'on appelle aussi hypnose spirituelle ou régressive, et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast Flow de l'âme. Alors ce podcast, j'ai envie que ce soit un peu comme une soirée entre amis où on papote, où je vous livre mes questionnements, mes réflexions, en vous partageant ce que j'ai pu comprendre au travers de mes lectures, de ma vie perso et puis également de ma vie pro avec mes séances d'hypnose transpersonnelle. Je vais y parler de sujets qui tournent autour de la spiritualité, du développement personnel et je vais essayer de le faire avec humour, légèreté et simplicité. Alors si ça vous tente, prenez une bonne tasse de thé ou un petit verre de vin et c'est parti, papotons! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de sexualité. En fait, en enregistrant l'épisode 5 de mon livre, où je parle de mes échanges avec des hommes adultères, ça m'a amené à pas mal de réflexions. Ça m'a amené aussi à me rendre compte que mes réflexions ont évolué et j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui. Alors, je risque peut-être de choquer, j'en suis consciente, c'est pas le but évidemment. Je ne donne aucune leçon, aucun conseil, c'est juste des pensées qui ne sont en rien une vérité. Il y a même des questionnements où j'ai pas de réponse. Et puis voilà, on papote ensemble et puis chacun se fait son idée. Alors je vais parler de la sexualité au sein du couple et de ce qui a empoisonné un peu ma vie, en tout cas ma vie de femme mariée. Je veux parler des normes et d'une norme en particulier. Parce que oui, s'il y a bien un sujet dans notre société qui est soumis aux normes, c'est la sexualité. Et ces soi-disant normes peuvent avoir un effet assez délétère au sein du couple ou de l'un des deux. Et l'une de ces normes, celle que je vais aborder maintenant, c'est, à mon avis, à mon sens la pire, c'est la fréquence. Et oui, on nous balance des sondages, par tranche d'âge, sur le nombre de fois qu'un Français fait l'amour par mois. Donc là, tu lis, et selon ta tranche, tu te rends compte que t'es pas dans la moyenne. Ah. Et puis ça, c'est tellement tabou que c'est difficile d'en parler à tes collègues, ou même de te confier à tes amis, parce que tout le monde ment. Bon, non, pas tout le monde, j'exagère, mais beaucoup. Et même dans les sondages, je suis persuadée que la plupart des gens interrogés mentent, par honte ou par gêne. Alors, peut-être que les choses changent et que les jeunes générations en parlent plus ouvertement, mais en tout cas, dans ma génération, on n'en parlait pas. On en plaisantait, mais on n'en parlait pas. Et alors, les générations d'avant, j'en parle même pas. De toute façon, avant, la question, elle se posait pas. C'était l'homme, souvent, qui décidait, selon son envie, que la femme, elle ait envie ou pas, c'était pas à l'ordre du jour. La femme, elle était soumise. Aujourd'hui, on appelle ça le viol conjugal, mais à l'époque, là, pour le coup, c'était la norme. En hypnose transpersonnelle ou en constellation familiale, c'est hyper fréquent d'avoir des viols dans les lignées de femmes. On porte pratiquement toutes ces mémoires en nous. Et parfois, justement, quand on remonte le temps, en hypnose notamment, ça permet de mettre de la lumière sur des blocages qu'on ne comprenait pas. Alors, c'est pas une généralité, et heureusement, beaucoup d'hommes et de femmes ont une sexualité débridée, je sais pas si c'est le mot qui convient, épanouie peut-être plus, en tout cas assumée, et c'est génial. Mais pour beaucoup aussi, c'est l'inverse, et le transgénérationnel et l'éducation, ils sont souvent pour quelque chose. Si vous avez été éduqué dans une famille où la sexualité n'est pas taboue, justement, où elle est assumée, où elle est harmonieuse, où elle est évoquée simplement dans l'enfance et l'adolescence, où l'éveil et la conscience de sa sexualité est importante, eh bien, oui, il y a de fortes chances que vous ayez une sexualité épanouie. Si, à l'inverse, c'était tabou, mal vu, voire même considéré comme un acte dégradant, sale ou impur, ça risque d'être un peu plus compliqué. Consulter un spécialiste, oser consulter sans en avoir honte parce qu'il n'y a aucune honte, sera sans doute nécessaire. Et vraiment, je vous invite vraiment à le faire si vous en ressentez le besoin parce qu'il n'y a aucune honte à avoir et très souvent, ça peut débloquer pas mal de choses et vous amener à avoir une sexualité quand même un peu plus épanouie. Mais revenons à cette fréquence. Donc, si on n'est pas dans la norme, elle finit par être un peu pesante. Parce que oui, au tout début de la relation, le désir, il est là en permanence. Donc là, oui, effectivement, on est facilement dans les clous. Mais souvent, et j'en fais pas une généralité bien évidemment, mais avec le temps, le quotidien, les enfants, les soucis, le boulot, c'est plus vraiment comme au début. Et la fréquence diminue. Et là, ça peut devenir assez lourd parce qu'on se dit que c'est pas normal. On se pose des questions. On se dit, oh là là, une fois la semaine, on en est loin, ça craint. Et on peut même avoir peur que ça mette notre couple en péril. Parce qu'en plus, fréquemment,
On lit un magazine et paf, on tombe sur un article écrit par un sexologue ou un psy qui place la sexualité au centre du couple et qui dit que oui, il faut faire régulièrement l'amour. Ça entretient la stabilité du couple. On lit même que la sexualité, c'est 50% du ciment du couple. Et ça, c'est hyper culpabilisant en fait. Parce que si ça se passe pas comme ça chez nous, on a peur. On finit par avoir peur pour la durée de notre couple. Alors évidemment qu'une sexualité épanouie au sein d'un couple est importante, c'est clair. Mais avoir une sexualité épanouie, c'est pas une question de fréquence. Il faut que le couple soit aussi sur la même longueur d'onde, avec les mêmes besoins, les mêmes désirs. Et c'est là où ça peut devenir compliqué. Parce que vous pouvez faire l'amour 5 fois par semaine, mais si l'un des deux partenaires y prend peu de plaisir ou se force pour faire plaisir à l'autre, oui, vous serez sans doute dans la norme. Mais c'est quoi, du coup, l'intérêt ? Donc, ces normes-là, on s'en fout. Si vous n'êtes pas dans la norme, c'est pas grave. Il n'y a aucune règle, aucune obligation, rien n'est inscrit dans le marbre. Faire l'amour n'est pas un acte normé. Non, c'est un acte d'amour, qui ne se fait pas sur commande ou sur injonction. Oui, c'est sûr qu'après quelques mois en couple, on perd la fougue et l'excitation du début. Et c'est normal parce qu'au début, on se découvre. C'est la nouveauté, les papillons dans le ventre, l'envie de l'autre à tout bout de champ. Mais ça ne dure pas. Et sans doute qu'avec le temps, on entre plus dans une routine, entre guillemets, qu'on voit souvent comme quelque chose de négatif. Mais est-ce que ça l'est vraiment ? En réalité, au bout de quelques mois, on commence à bien se connaître, de mieux en mieux même. Par rapport au début où finalement on se met souvent une pression pour savoir si on fait bien ou pas et si on a été à la hauteur. Quand on est vraiment établi en tant que couple amoureux, on sait ce que l'autre aime ou n'aime pas. On sait comment donner du désir et du plaisir. On se permet d'explorer des choses parce qu'on ose se parler. On connaît le corps de notre conjoint, on connaît ses réactions et même si on fait moins l'amour, quand on le fait, c'est magnifique. Et puis parfois, ça ne l'est pas, parce que c'est comme ça, parce qu'on était fatigué, parce qu'on n'était pas dedans. Et là aussi, ce n'est pas grave. Pour moi, la seule règle, bien que j'aime pas le mot règle, la seule chose qui est importante, c'est la communication. C'est se parler, en parler. Parce que sans communication, les non-dits s'installent. Et là, pour le coup, la stabilité du couple peut être en danger. Quand il y en a un, par exemple, qui a moins de désir que l'autre, qu'est-ce qu'il pense l'autre en fait ? Il va se sentir, peut-être, il va se dire je suis moche, il m'aime plus, il a plus envie de moi, c'est quoi la raison ? C'est moi qui suis en cause. Alors que peut-être pas du tout, c'est peut-être tout simplement quelque chose de passager, une petite déprime et qui peut s'expliquer. Donc si on n'en parle pas, un mur va se monter entre les deux et ça c'est embêtant. Et prendre la routine comme raison au fait de moins faire l'amour n'est pas le vrai débat, à mon sens en tout cas. Le vrai débat, c'est comment ça se passe quand on fait l'amour. Même si c'est souvent ou pas. Est-ce que j'ai du plaisir ? Est-ce que j'ai toujours du désir ? Est-ce que j'ai toujours du désir ou du plaisir pour mon ou ma partenaire ? Je pense pas que ce soit la routine qui tue la sexualité. Je crois que c'est le désamour de l'un pour l'autre qui s'est installé doucement et qui fait qu'on perd le désir pour l'autre et qui fait que oui, on fait moins l'amour. Mais pas à cause de la routine, c'est juste qu'on s'aime moins ou plus. Alors attention, ici je parle pas de perte de la libido, féminine ou masculine, qui nécessite une prise en charge thérapeutique, ou à l'inverse aussi, de compulsion sexuelle. Je sais pas si ça se dit comme ça d'ailleurs, mais oui, des personnes qui ont un appétit sexuel exacerbé, une dépendance comme une addiction, qui nécessite aussi une prise en charge thérapeutique. Non, ici je parle de relations de couple classiques, dans laquelle on observe une diminution du désir, une diminution de l'attirance pour l'autre. Il y a une différence entre j'ai pas envie de faire l'amour, pour des tas de raisons, la fatigue, trop stressé, trop de soucis, peu importe, et je n'ai pas de désir pour toi. C'est pas la même chose. Si je n'ai plus envie de l'autre, si je ne le désire plus, ou moins, c'est que déjà, je ne l'aime plus. Et pour moi, c'est une alerte. C'est que déjà, le ciment du couple est effrité. Et l'un des symptômes, c'est qu'on n'a plus envie de l'autre. Vous voyez, dans ma vie de couple, la sexualité a toujours été un peu compliquée. J'avais ce poids transgénérationnel que j'ai compris des années plus tard et ce poids aussi de la fréquence.
Donc je me mettais une pression quand je sentais que ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait l'amour. Et du coup, ça devenait presque une obsession, en fait, de me dire que faut qu'on fasse l'amour, il faut que j'en ai envie, il faut que j'en ai envie. Bah évidemment, je voulais tellement que ça marche que ça marchait pas et que j'avais pas envie. Jusqu'à ce que le mental finisse par lâcher, et là, c'était génial. Mais je n'ai jamais osé en parler. J'ai pas de regrets dans ma vie, mais je me dis que si j'avais osé, ça aurait changé certainement beaucoup de choses. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, même si j'avais ce blocage, j'avais quand même du désir pour lui. Le désir était vraiment là. Et j'aurais jamais pu faire l'amour avec un autre homme, par exemple, parce que je l'aimais profondément. Alors évidemment, je ne veux pas faire de mon exemple une généralité, je ne suis pas sexologue, mais si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière, vous savez que après mon divorce, j'ai eu beaucoup d'échanges écrits avec des hommes adultères. J'ai eu beaucoup d'amants aussi, des coups d'un soir avec lesquels j'ai pu discuter à cœur ouvert et ils se sont livrés à moi parce que d'une, je ne jugeais pas et deux, je pense que ça leur faisait du bien de parler librement. Et je ne veux pas dire qu'il y a une typologie d'hommes adultères. Alors, je ne parlerai pas de femmes, puisque j'en ai pas rencontré, mais il y a quand même quelques modèles, quelques profils que j'ai retrouvés très très souvent. Et l'un des profils, c'est l'homme qui a rencontré sa femme il y a 20 ans. Alors oui, à l'époque, j'avais 45 ans, donc je rencontrais des hommes, a priori, dans ma tranche d'âge, donc avec une vie de couple déjà bien avancée. Donc ils se sont aimés, parfois ils l'ont cru, sincèrement, mais c'était pas ça. Et malgré tout, ils se sont installés, puis ils ont eu des enfants, puis une maison, etc., sans réellement avoir de projet commun, mais voilà, ça s'est fait comme ça. Donc la sexualité n'existe plus depuis longtemps au sein du couple, ou alors rarement, c'est plus une cohabitation qu'autre chose, donc il a son petit jardin secret, ses rencontres extra-conjugales. Il m'est arrivé d'en rencontrer qui se disaient très amoureux de leur femme, mais qui m'expliquaient que c'était plus fort qu'eux, qu'ils aimaient pimenter leur vie sexuelle, qu'ils avaient besoin de nouveautés, ou d'autres aussi de se prouver qu'ils pouvaient encore plaire. Mais la majorité, c'était quand même l'homme que je dirais, entre guillemets, coincé dans sa vie de couple, parfois manquant cruellement d'affection et d'attention aussi, de tendresse, et qui n'avait pas le courage ou l'envie de tout arrêter. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on va chercher dans une relation d'un soir ? C'est l'excitation du début, la flamme, la fougue, les papillons dans le ventre. On veut le plaisir intense, on veut se remplir, combler un manque aussi parfois, ou simplement se sentir exister. Mais une fois terminé, oui, on s'est fait plaisir, certes, et encore pas toujours, parce que c'est rarement hyper génial, on va pas se mentir. Mais ensuite, une fois qu'on a terminé, on retourne à la maison, on retrouve nos habitudes, nos routines et notre vie qui ne nous convient plus. Et l'autre aussi, qu'on n'aime plus. Et soit on le sait, mais on continue pour des tas de raisons, donc le confort, la sécurité, les enfants, etc. Soit on se leurre, on se persuade que si, j'aime mon mari, si, j'aime ma femme, mais... Oui, ok, c'est possible, je veux bien le croire, mais le « mais », justement, il veut dire quoi ? Il sous-entend quoi ? Est-ce qu'on aime vraiment l'autre si on a besoin d'aller voir ailleurs ? Je sais pas, c'est vraiment une question que je pose. Est-ce que réellement, quand on aime profondément l'autre, on a besoin de pimenter sa vie ? Parce que je conçois que la sexualité, au bout de 20 ans de mariage, et même souvent avant, ça peut devenir pour le coup routinier si on n'y prend pas garde, dans le sens où on fait toujours la même chose sans trop d'originalité. Mais si on se parle suffisamment, on peut se le dire, essayer de trouver des solutions pour casser un peu les habitudes et apporter de la nouveauté. Tout est permis en fait. À partir du moment où c'est un consentement mutuel, où les jeux et leurs règles sont établis ensemble, il n'y a pas de limite. Donc, pourquoi aller voir ailleurs ? Et en même temps, pourquoi devrions-nous nous limiter uniquement à un seul partenaire, notre mari ou notre femme ? Si l'un a plus de besoins que l'autre, mais que, néanmoins, il l'aime, est-ce que c'est condamnable ? Faire un écart, parfois, ça peut arriver à n'importe qui, je pense. Est-ce que c'est mal ? Alors oui, si on l'apprend, c'est super dur, l'ego en prend un coup, et c'est normal. Mais est-ce qu'il faut pour autant tout remettre en question ? Et au fond, c'est quoi tromper ? Est-ce que cacher à sa femme qu'on ne l'aime plus et le confier à quelqu'un d'autre, est-ce que c'est pas déjà un peu tromper, ça ? Est-ce que finalement, faire semblant et cohabiter, c'est pas tromper aussi finalement ? Parce que chacun fait sa vie de son côté et se retrouve à table le soir comme si de rien n'était. On se trompe en fait mutuellement.
Je dis pas que c'est bien ou pas bien, hein. En réalité, je pose sincèrement la question, parce que j'ai pas la réponse. En tout cas, c'est un sujet complexe, épineux, parce que nous sommes tous différents, nous agissons et réagissons avec notre ego, hein, la plupart du temps, et puis avec nos blessures aussi. En tout cas, moi, ces échanges ont vraiment été pour moi une ouverture vers plus de tolérance, parce que on ne sait pas ce qui se passe dans un couple. On peut pas dire de façon tranchée, quel salaud, il a trompé sa femme, c'est dégueulasse. Parce que oui, certes, il ou elle d'ailleurs, hein, c'est pareil pour une femme, donc oui, il y a eu tromperie, mais on connaît pas les raisons. Et même si on les connaît, personne n'a à juger. En ce qui me concerne, j'ai eu, on va dire 25 ans de vie sexuelle, une sexualité, conventionnelle, et puis quelques années d'une vie sexuelle assez dissolue, et puis depuis quelque temps, une vie, on va dire sexuelle, assez vide, monacale, que je ne subis pas, hein. C'est un choix, hein, que j'ai fait, un choix conscient, parce que aujourd'hui, pour moi, je ne conçois plus vraiment la sexualité comme avant. Aujourd'hui, je la vois comme un acte sacré. C'est plus un besoin, comme j'ai pu en avoir besoin pendant un certain temps. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était avoir besoin de contact, d'avoir besoin d'exister pour quelqu'un, en fait, hein. C'était un leurre, mais ça, je l'explique dans mon livre. Vous le verrez si vous l'écoutez. Mais en tout cas, j'ai plus besoin de ça, vraiment, aujourd'hui. Et chose assez étonnante, ça ne me manque pas du tout. Aujourd'hui, je vois la sexualité comme un acte sacré, un acte de plaisir bien sûr, hein, mais un acte d'union entre deux âmes, un acte d'amour et de reliance à l'autre, une fusion d'amour. Et cette union-là, je ne peux la concevoir autrement qu'avec un homme qui partagera cette vision, un homme qui sera mon âme sœur, mon évidence. Et je ne l'attends pas, j'aime ma vie telle qu'elle est. Peut-être qu'un jour il croisera mon chemin, peut-être pas, mais quoi qu'il arrive, de toute façon, ce sera parfait. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Il y aurait encore énormément de choses à dire. Peut-être que je ferai un autre épisode, j'en sais rien. Je sais pas à l'avance en fait de quoi je vais vous parler. En tout cas, je vous dis à dimanche prochain du coup pour la suite de mon livre et puis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et en attendant, comme d'habitude, bien là pour le coup vraiment, hein, prenez bien soin de vous et de votre vie sexuelle. À bientôt.